Je vous souhaite la bienvenue à l'École française d'Athènes pour cette conférence du jeudi soir, qui est la conférence mensuelle. Nous avons la chance ce soir et le bonheur d'accueillir Stella Spandidaki pour son travail et son livre sur les textiles anciens et présenter un peu cet ouvrage qui a été publié en anglais en 2016, si je me souviens bien, qui est un travail qui est tout à fait exemplaire, sur lequel je reviendrai très rapidement pour vous en dire deux mots. Donc nous accueillerons Stella, puis nous accueillerons notre collègue et complice aussi sur un certain nombre de projets que nous avons menés, Iris Etsahili, avec lequel on a mené déjà plusieurs projets autour de Santorin à plusieurs reprises. Donc c'est pour nous ce soir à l'École française d'Athènes un bonheur de les accueillir toutes les deux. Un bonheur aussi de traiter ce sujet qui est le sujet des textiles. Un mot de ma part, très court, pour expliquer pourquoi nous avons intégré cette présentation ici. C'est d'abord lié à mon histoire antérieure. C'est lié à mon histoire personnelle d'abord. Avant d'être directeur de l'école, j'étais évidemment professeur à l'université. J'ai dirigé un centre de thèse et la thèse de Stella fait partie, les travaux de Stella font partie de ces thèses que j'ai menées comme professeur, avec un caractère particulier comme professeur et comme archéologue. J'ai été évidemment confronté d'abord à l'abondance du matériel. Les fouilles produisent un matériel considérable qu'il faut trier, ranger, cataloguer, qui remplissent des tiroirs et des collections sans fin dans les apothèques des musées. Et l'un des problèmes des archéologues, c'est de faire face à cette abondance du matériel. Et comme archéologue, il m'a semblé intéressant de prendre le contre-pied de cette archéologie de l'abondant, du surabondant et parfois même du superflu, au profit d'une archéologie de choses qui n'existent plus, résolvant ainsi le problème de l'apothèque, du stockage, du catalogage, puisqu'il n'y avait plus rien à étudier, mais il y avait quand même un sujet à traiter. Et donc, pendant quelques années, au début des années 2000, comme professeur, j'ai développé un cours sur ce que j'avais appelé l'archéologie du disparu, ta Ramena Ilika, tis archéologias, qui me paraissait un joli sujet parce que ça obligeait les étudiants, puis les archéologues, pas seulement, à travailler sur une archéologie où l'objet n'est plus là, où le matériel n'est plus là. Et donc ça pose un vrai problème de méthode. Comment, alors qu'on savait que dans l'Antiquité ce matériel existait, donc ça pose un vrai problème de méthode en termes d'archéologie. Comment traiter ce qui n'existe plus, mais qui a existé, qui a joué un rôle important. Et avec un certain nombre d'étudiants, dont Stella, nous avions travaillé justement sur tous ces matériaux qui ne laissent pas de traces, ou très peu de traces, j'y reviendrai. Et donc le textile, le cuir, l'osier, le bois, etc. Tous ces matériaux dont on sait que dans l'Antiquité, ils les utilisaient beaucoup, mais qui aujourd'hui ont complètement disparu et obligent à développer une archéologie de ce qui n'existe pas. Et donc pour cette archéologie, ce qui était intéressant, c'est que du coup, elle obligeait à déplacer l'intérêt des spécialistes, non plus sur le matériel, mais sur ce qui témoigne du matériel. Et donc ça oblige à développer une archéologie que j'avais appelée une archéologie philologique, c'est-à-dire qu'il fallait travailler sur les textes et sur les sources, ce qui était un bon moyen de rappeler que dans une archéologie classique qui a tendance à consacrer trop de temps aux objets, on finit par perdre de vue les sources, et travailler dans une archéologie du disparu, ça oblige à travailler sur les sources et donc à connaître les textes. Et donc c'était un moyen aussi d'obliger les étudiants à faire du grec ancien et à travailler sur des textes qui éventuellement n'étaient pas traduits, textes littéraires, textes épigraphiques. Et donc ça permettait d'attirer l'attention sur des matériaux et des objets qui n'étaient plus accessibles, mais qui consistaient quand même en équipement très important dans l'Antiquité. Le deuxième intérêt, c'est que ça obligeait aussi à travailler sur un autre type de sources qui témoignent, à savoir des images, et donc à faire un répertoire des images qui montraient ces objets disparus, des images qui montrent des meubles, des images qui montrent des textiles, des images qui montrent des objets en osier, et donc la peinture de vase, les fresques, toute la sculpture, tous ces produits, ces images produites par différentes techniques dans l'Antiquité qui devenaient autant de témoignages de ces objets disparus. Et donc ça permettait de développer une archéologie qui faisait la part belle aux témoignages textuels et imagiers sur ce matériel disparu.
Et Stella, très courageusement, a plongé sur ce sujet en prenant le textile et en travaillant sur les sources littéraires, épigraphiques, iconographiques du textile. Et puis, comme tout ça remonte quand même à plus de, on va pas dire le nombre d'années, mais enfin à beaucoup d'années, entre-temps, évidemment, le savoir a évolué, les disciplines ont changé, on a modifié, on s'est équipé avec des outils nouveaux. On a des outils d'investigation qui relèvent d'un domaine qu'on appelle l'archéométrie et qui est un domaine très équipé, qui est capable de voir des choses invisibles que l'œil de l'homme ne voit pas, qui est capable du coup d'analyser des traces que l'œil humain ne voit pas ou voit mal. Et depuis une vingtaine d'années, il s'est développé une attention particulière sur les textiles, avec un certain nombre de grands programmes européens qui ont financé des équipements pour permettre d'essayer de trouver des traces de textiles. On en a trouvé un certain nombre de ces textiles, Stella en parlera, mais on a trouvé aussi, grâce à des moyens nouveaux d'investigation, des fibres de textiles en très grand nombre, en particulier dans les oxydations d'objets en métal, objets en métal étant eux-mêmes enveloppés dans des textiles et déposés dans des tombes. On s'est rendu compte que, au lieu de nettoyer les oxydations comme nous le faisons régulièrement dans les musées et dans les équipes de restauration, il fallait conserver ces oxydations, en tout cas dans l'oxydation du bronze, être sensible au fait qu'il pouvait y avoir des fils, des klotses, pour Ifasmata, dans l'oxydation du bronze, et que rien que 3 fibres, et ça c'était là qui me l'a appris, rien qu'avec 3 fibres, on pouvait reconstituer non pas tant la pièce de textile que la technique qui avait été employée pour produire cette pièce. Et donc depuis maintenant une quinzaine d'années, on est capable, sur des fibres extrêmement peu nombreuses, des restes extrêmement modestes, Tapina Catalipa, vraiment des vestiges très, très peu nombreux, on est capable d'accéder à la technique, aux techniques antiques des textiles. Et Stella a suivi cette évolution du développement des laboratoires pour permettre des recherches sur ces objets, en développant et en prenant la suite d'un laboratoire, un texte avec une revue, Arachné, qui publie ses recherches sur l'infiniment petit et les vestiges les plus humbles du textile. Et donc, la raison de cette conférence ce soir, c'est de présenter, les conférences du jeudi étant axées sur des questions d'actualité, des développements de la discipline archéologique, d'éclairer d'un jour nouveau un peu ce domaine qui apparaît, qui est aujourd'hui très riche pour les archéologues. Un dernier pan dont Stella parlera sans doute, qui est aussi un des éléments, une des méthodes qui a été employée pour essayer de mieux connaître les techniques de textile antique, c'est toute la partie qui relève de l'archéologie expérimentale et dans lequel Stella a produit un certain nombre d'expérimentations pour essayer de mieux comprendre, en particulier l'emploi des pesons et de manifester une chose très importante, que la variation de poids dans les pesons est liée à une variation de type de textile produit, et il y a là évidemment un résultat très important d'un point de vue technologique. Donc pour toutes ces raisons, nous avons considéré que c'était un sujet intéressant à présenter dans le cadre de ces conférences, et Iris Tsakili, très gentiment et très généreusement, a accepté aussi de dire un mot. Vous savez que Iris est spécialiste des textiles pour la période de l'âge du bronze, une période où il y a encore moins de vestiges, et Iris a été une des premières à attirer l'attention sur ce matériel peu connu, mais qu'on arrivait à connaître, en particulier pour l'âge du bronze, à partir des images présentes dans les fresques de Terra en particulier, et à partir d'un certain nombre de petits vestiges découverts dans les fouilles de Terra. Donc l'objet de la soirée de ce soir, c'est de poser la question, une archéologie du disparu est-elle possible? Oui, comment? Et en prenant l'exemple donc des textiles tels que Stella a pu le faire dans sa thèse, qu'elle a soutenue avec succès à la Sorbonne, et dans le livre qu'elle a ensuite publié, qui a été très bien accueilli par la communauté scientifique. Alors pour resituer ce travail dans ce contexte général de la discipline, je vais maintenant donner la parole à Iris Tsakili, professeure à l'université, qui va situer justement cette recherche dans ce contexte général de la discipline archéologique. Je vous remercie de votre attention. Iris. Je vous remercie de me donner cette occasion.
de présenter un peu, d'une manière large, le travail de Stella et de parler un peu de l'histoire de la recherche de textile pour situer sa recherche. La recherche de textile a passé par plusieurs étapes qui ont suivi un peu les étapes de la technique et de la méthode archéologique. Ce n'était pas isolé. Quand on a commencé à réfléchir sur comment c'était les textiles grecs et italiens, on avait déjà deux phares. C'était l'archéologie scandinave, où les textiles étaient conservés dans l'eau des lacs ou des rivières, et l'Égypte. C'était la situation tout à fait différente. Là, était conservé parce que c'était très sec. Et donc, on avait plusieurs textiles au nord, disons à la Méditerranée orientale, mais Italie, Grèce, Chypre, je ne sais pas, l'Asie mineure comme ça, était le vide. Il y avait le vide, comme textile, comme matière matérielle. Dans cette époque, je vais faire un petit détour parce que l'étude, disons, des textiles a été suivie de l'étude folklorique. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les études folkloriques en Grèce et dans le monde florissaient. Le folklore, en Grèce et partout dans le monde, avait un intérêt particulier pour les costumes. Rien qu'à l'époque, on publiait des gros volumes avec des dessins coloriés sur, je ne sais pas moi, les costumes de Mégare, de Gine, de Maori, de l'époque romaine, on classait partout. En réfléchissant à cette petite introduction, je pensais que comme c'est bizarre de nommer ces costumes, Mégare, Gine, je ne sais pas, Péloponnèse, Épire et tout ça, probablement ceux qui les portaient n'avaient pas l'idée qu'on portait quelque chose de différent. Que c'est les anthropologues qui ont donné cette nomenclature au costume. En même temps que ce mouvement folklorique, des études folkloriques, se poursuivait un mouvement d'études des techniques. Dans les années 30, 40, 50, on a publié des grosses séries de volumes sur toutes les techniques. Métallurgie, je ne sais pas, le bois, ce dont on parlait, M. Farnoux avant, le bois, la peau, et aussi la production textile. Je crois que c'était lié à un très grand intérêt pour les techniques en général. Il faut aussi faire mention, en revenant à la Grèce, à quelques livres monuments qui, je pense à Darin Berksalio, qui, là-dedans, on peut trouver toutes les inscriptions connues à l'époque, toutes les mentions dans les textes, tous les monuments connus à cette époque. Donc, vous n'avez pas qu'à regarder là ou en allemand la Pauli Visova, qui était presque la même. Enfin, c'était dans le même état d'esprit. La recherche sur les textiles, spécialement en Grèce, en ce moment pataugeait un petit peu. Il y a eu le renouvellement est venu dans les années 70-80, et je crois par le biais de la préhistoire, parce que c'était le moment où le monde avait beaucoup d'intérêt pour les outils.
le pesant, la forme de métier à tisser, la filature, la manière, les comparaisons avec les peuples où les métiers à tisser se conservaient. On crée un contexte propice à la prochaine étape qui venait vers 2000, où vraiment je trouve qu'il faut mettre où c'était vraiment alors a commencé l'évolution sur les fragments de textiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était peut-être une manière de devenir plus mûr. La recherche a mûri. C'était une manière de voir. L'autre, c'était le hasard des fouilles. Parce qu'en ce moment, on s'est aperçu la première fois des restes organiques qui étaient conservés à terra, dans la terre volcanique, donc où, pour la première fois en préhistoire, des restes organiques et pas oxydés sur des métaux étaient trouvés. Et il y a eu les grandes fouilles en Attique autour de l'Olympiade de 2004, autour de la création du métro, où on a fait de la recherche de fouilles, de la recherche sur des tombes, et là-dedans, beaucoup des restes de tissus étaient trouvés. Très souvent oxydés, très souvent mais très souvent aussi en situation organique. Des vrais tissus, comme on dit. Je n'ai pas fait mention au tissu, à la grande trouvaille des années 70, au tissu de l'Efkandi, qui est aussi organique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vers l'an 2000? Toute cette multitude de tissus a obligé la Direction générale de conservation du ministère à trouver de manière de conserver ces restes de tissus. Et d'autre part, il y a eu la création des organisations comme la nôtre, comme Artex par exemple, qui a collaboré avec la Direction générale pour l'étude de ces nouveaux restes de fragments, restes de tissus. Alors, il y a eu deux conséquences. L'une, c'était dans le détail. On a commencé à se rendre compte qu'on pouvait approcher à la caractérisation des fibres. Si c'était du coton, il n'y avait pas à l'époque, mais du lin, de la laine, peut-être d'autres matières végétales ou animales. Cette recherche s'ouvrait dans un autre genre de recherche, la production animale. Quel genre de moutons, de brebis ou de lin produisait ces fibres? Et avec comment on faisait la préparation de ces fibres? Donc, déjà, il y avait une ouverture sur la production des troupeaux, enfin animal, et sur la cultivation de ces genres de fibres végétales qui donnaient ces résultats. D'autre part, il y avait la teinture. La teinture, ça demande la chimie, c'est très détaillé. Il faut faire une étude très détaillée d'archéométrie pour
éliminer le sujet de la teinture, qui est très important parce que c'est surtout, il y avait surtout la recherche de la pourpre. Et ça ouvre aussi dans un monde de commerce, de connaissance des terres lointaines, de comment on faisait les transports. Parce que la pourpre, il faut l'utiliser tout de suite, dans les 24 heures. Ça, c'était un côté, le côté détaillé, dans lequel plusieurs champs s'ouvraient. De l'autre côté, le côté société. On a commencé à exploiter les inscriptions, les fragments de textes, les images d'une autre manière, parce qu'on avait une connaissance plus approfondie. Et petit à petit, on s'est aperçu la première et plus grande difficulté dont Stella commence à faire face, c'est que tous ces champs de recherche demandaient une spécialisation. Cette, disons, fragmentation se reflétait dans la recherche. Il fallait être aussi spécialisé dans la recherche que les champs d'application de la fabrication des tissus. Et cette manière de faire face à ces nouveaux problèmes demandait une manière de généraliser à partir des spécialisations. Et on ne pouvait pas être rien que spécialisé en quelque sorte. Il ne fallait pas, on ne pouvait pas. Pour comprendre la place du tissage, la place du commerce du tissage des textiles, la place dans l'idéologie, dans la esthétique, dans les métaphores et la sémiotique de la civilisation de chaque période, il fallait faire face aussi au fait qu'on doit contrôler les différentes spécialisations, avoir une connaissance de ces, mais avoir aussi une connaissance d'autres, pouvoir faire une rayure, disons, et trouver le centre. À partir de plusieurs spécifications, trouver le fait central. Et le fait central, c'était que la production des textiles, n'est pas isolée. Il ne faut pas la voir comme un champ sous le titre de vie quotidienne des femmes. Et ça, c'est très rétrécissant. Il faut la voir dans une approche plus générale. Et là, maintenant, je viens sur le travail de Stella, qui a fait face à ce problème. Elle a justement essayé de dépasser les spécialisations, les spécificités, d'avoir connaissance de ça, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les restes des tissus, donc elle a une connaissance profonde, mais avoir aussi une connaissance des inscriptions, des textes, des morceaux de texte ayant trait au tissage, avoir une connaissance profonde des images, des types de métiers à tisser qu'on représente, et ce n'est pas tout représenté. Savoir aussi qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui est représenté. Donner un sens à ce qui manque, à ce qui n'est pas présent, mais qu'on sait très bien être présent. On sait très bien par les sources que c'est présent, mais qui manque aux représentations. Et donner une idée, comment dire, complexe, une idée de la complexité de cette je ne peux pas même dire de la production du textile, parce que la production du textile est
est un cercle qui est dans des cercles plus grands et qui est à côté des autres cercles. Ce n'est pas absolument pas isolé. Et je crois que ce travail était formidable en tant que projet. En tant que projet, essayer d'approcher, de faire une approche, disons, d'une période précise et d'un lieu, parce que c'est Athènes, Attique, le sujet, le livre. Donc tout ça a donné, je crois, un très beau travail, un travail très utile et, comme M. Farneau a dit tout à l'heure, un travail de ce côté exemplaire, pas seulement pour sa qualité, mais pour la démarche. Alors, maintenant, cet aspect-là, je m'excuse de mon français. Bonsoir. Merci, Monsieur le Directeur, Monsieur Farneau, merci, Madame Zahil, mes deux professeurs qui ont bien voulu faire cette superbe introduction et dire deux mots sur ma recherche. Je vais me répéter un peu maintenant parce qu'ils ont dit plein de choses très intéressantes, mais je vais vous montrer un peu d'images aussi. Monsieur le Directeur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et le sentiment d'un grand honneur que je prends la parole devant cette vénérable institution, l'École française d'Athènes, qui a su, tout en gardant la patine du temps, se donner une nouvelle jeunesse visible à toutes ses activités et projets. C'est évidemment grâce à la bienveillance de Monsieur le Directeur, Monsieur Farneau, qui a aussi été le directeur de ma thèse, que je suis en mesure d'être ici vous parler ce soir. Et vous parler en français, langue chérie et langue de ma thèse, bien que cette dernière a dû finalement succomber aux contraintes du temps et paraître dans la lingua franca de nos jours. Je vais essayer. Encore besoin de ça. Comment ? Alors, je vais commencer sur quelques mots sur la discipline de l'archéologie du textile, un peu rapidement. Il y a... Très bien. Quelques mots sur la discipline de l'archéologie des tissus en Grèce et les enjeux de la recherche des matériaux organiques, pour continuer ensuite avec les connaissances actuelles sur cet artisanat à Athènes de l'époque classique. Alors, comme on vient d'écouter maintenant, la recherche sur les tissus grecs est relativement nouvelle par rapport à tout ce qui se passe dans d'autres pays européens. Et en effet, les conditions climatiques de certains pays favorisent la conservation de tissus anciens et même de costumes entiers. Comme par exemple au Danemark, ce qui a entraîné depuis longtemps leur étude et leur mise en valeur. Au contraire, ici en Grèce, il y a 20 ans, on ne connaissait qu'une dizaine de tissus archéologiques découverts en Grèce, comme par exemple ces tissus fameux, le tissu de Vergina ou de Lefkandi, de Elefsis, les 3 tissus de Koropi et ceux de Drachmes. Aujourd'hui, cependant, une quinzaine d'années après, on en compte un corpus de plus d'une centaine de fragments de tissus archéologiques provenant de régions diverses de Grèce et de périodes différentes, depuis l'âge du bronze ancien jusqu'à l'époque romaine.
Plus spécifiquement, nous comptons un corpus de 26 fragments environ de tissus provenant d'Athènes et de l'Attique des 5e et des 4e siècles avant notre ère. Beaucoup de choses sont passées les dernières années en Grèce et l'on remarque l'émergence d'une archéologie du textile. En effet, malgré la richesse extraordinaire des vestiges archéologiques trouvés en Grèce et malgré l'aspect peu impressionnant des vestiges textiles, les archéologues et les restaurateurs ont commencé à se sensibiliser vis-à-vis du tissu. Ils ont commencé à apprendre tout ce qu'il faut faire à l'instant même d'une découverte d'un tissu lors des fouilles, ce qui a entraîné l'augmentation des découvertes de textiles en Grèce. Parallèlement, cette sensibilisation a aussi abouti à la redécouverte de tissus dans des dépôts des musées grecs. Ce qui fait que maintenant on parle, même en Grèce, d'une archéologie du textile comme un domaine établi de l'archéologie grecque. Les tissus archéologiques conservés en Grèce proviennent essentiellement des milieux funéraires qui offrent des conditions favorables pour leur conservation. Bien que les fragments textiles puissent parfois parvenir jusqu'à nous sous une forme non altérée, comme par exemple en Égypte, les conditions climatiques de Grèce sont loin d'être idéales pour la conservation des matériaux organiques, comme les tissus. Une forme de conservation qu'on connaît ici en Grèce est la carbonisation. Je vous montre ici 2 fragments de tissu carbonisé. Le premier provient de Chania en Crète. C'est une bande de textile très étroite qui est datée à l'âge du bronze récent et qui est fabriquée avec 3 fibres différentes. Le lin pour les fils de chêne, les fils verticaux, la laine de chèvre pour les fils de trame et les fibres d'ortie, tsuknida, pour les fibres pour la trame supplémentaire, la trame décorative. Le deuxième fragment provient de l'île d'Amoros. Il est daté au IVe siècle de notre ère, alors à l'époque romaine, et c'est une trouvaille qui combine des morceaux de tissu avec des différents types de cordes et une bande textile. Il est actuellement en cours. On sait qu'il est fabriqué à partir de fibres végétales. Le plus souvent, cependant, les tissus en Grèce se conservent sous une forme minéralisée grâce à leur contact avec des objets métalliques qui ont la propriété de se corroder rapidement. Le matériau organique est alors soit imprégné, soit recouvert des produits de la corrosion. De nombreux travaux ont déjà été effectués sur les tissus minéralisés, mais jusqu'à ces dernières années, seule l'étude des caractéristiques techniques était possible, faute de méthodes appropriées pour identifier les fibres textiles et les matières premières. Grâce à une méthode mise au point au CDRMF à Paris et qui combine l'étude des tissus au stéréoscope, mais aussi au microscope optique à réflexion et au microscope électronique à balayage, il est maintenant possible d'identifier la nature des fibres, quelle que soit leur dimension et leur état de conservation. On peut ainsi déterminer les conditions de leur mise en œuvre et aborder la question des choix technologiques, comme par exemple la facilité de filage ou le pouvoir hydrophobe des fibres, le choix économique, facilité d'approvisionnement ou produits de luxe destinés aux échanges, etc. Mais aussi le choix culturel des civilisations anciennes, préférence pour tels matériaux, dédain pour d'autres, etc. Aujourd'hui, je vais me concentrer à l'époque classique, qui a été au cœur de ma recherche doctorale. Dans cette recherche, j'ai étudié l'activité textile à Athènes et toute la région de l'Attique pendant les 5e et 4e siècles avant notre ère.
J'ai suivi 2 grands axes de recherche, le cadre social de la production et la technologie textile. Et l'élaboration de ces 2 axes n'a pas été faite de façon équilibrée, mais au contraire, le point est tombé sur l'investigation de la technique. À mon avis, l'atout de cette étude a été, comme M. Farneau et Mme Zahili viennent de dire, l'utilisation d'une approche interdisciplinaire pour générer de nouvelles informations sur cet artisanat qui est la production des tissus. Et la recherche interdisciplinaire sollicite les moyens de toutes les disciplines de l'Antiquité, comme l'archéologie, la philologie, l'histoire ancienne, l'histoire de l'art, mais aussi ceux de l'archéométrie, qui elle-même combine la biologie, la chimie avec l'archéologie, et en plus l'archéologie expérimentale, bien sûr, ce qui nous permet d'avoir une approche globale sur un sujet et de générer des informations jusqu'alors inconnues. En effet, cette approche a contribué à combler une lacune de la recherche en jetant de la lumière à une activité, un artisanat très peu étudié en Grèce. Dans cette recherche, je me suis occupée d'étudier et de combiner les différentes sources d'informations sur l'activité textile à Athènes. Pour ce faire, j'ai étudié les textes, bien évidemment, les inscriptions, l'iconographie présente sur plusieurs formes supports, comme la céramique et la sculpture. Parmi les sources primordiales comptent aussi les outils textiles, les outils de filage et de tissage, le fuseau, la fusaïole, le roi des outils textiles, le pesant du métier à tisser, mais aussi les aiguilles, les ciseaux, etc., etc. La dernière source, qui n'est pas vraiment une source, mais l'objet même de la recherche, sont tous les objets, les fragments des tissus conservés, comme on vient de le voir, le plus souvent sous une forme minéralisée. Il est important de noter ici quand même le fait que, comme les tissus que nous étudions proviennent essentiellement des milieux funéraires, ils ne sont pas représentatifs de la variété de la production des tissus à Athènes de cette époque, mais ils sont plutôt indicatifs d'une qualité ou d'un type de tissu préféré pour cette utilisation funéraire. Je vais vous présenter un aperçu car il s'agit d'un sujet énorme qui touche bien sûr l'histoire de la technologie, mais aussi l'économie, le commerce, la religion, etc. Je vais commencer par quelques mots sur le cadre social de la production et je continuerai avec la chaîne de la fabrication des tissus en soulignant les connaissances actuelles et les éléments les plus importants de chaque étape. Je vais faire une petite pause pour prendre mon micro. Alors, comme je viens de mentionner, le premier axe de la recherche est le cadre social de la production. Je me réfère en gros à toutes les informations relatives à l'espace du travail, aux auteurs de cette activité, aux échanges de matières premières et des tissus finis. Ce cadre social est aussi lié aux autres activités artisanales de la ville, à la relation des tissus avec Athéna et à l'économie. Tout d'abord, les tissus en Grèce ancienne ont une dimension symbolique reflétée par le fait que, d'après la mythologie, c'est Athéna, la déesse de la civilisation humaine, qui a transmis l'art du tissage aux femmes. Ainsi, dans l'imaginaire social de cette époque, la production textile était directement liée à la métis, l'intelligence pratique, et les tissus, un des symboles d'une société civilisée. En ce qui concerne l'espace de la production, on a le contexte de fabrication des tissus dans la maison, l'espace domestique,
où, d'après ce qu'il paraît, était produite la plus grande partie des tissus par les femmes de la maison. Ces femmes, libres et esclaves, s'occupaient de toute la chaîne opératoire des tissus, de la sélection de la matière première, les teintures, le choix du métier de l'armure et tous les petits détails de la décoration. Les sources écrites abondent de références sur les femmes en train de filer et de tisser à la maison, sur la qualité de leurs ouvrages et sur l'importance de leurs compétences en matière textile pour leur statut de maîtresse de maison. Mais cette production domestique, qui était surtout destinée aux besoins de vêtements et de tissus utilitaires pour la famille, pouvait aussi être liée à la distribution des tissus. Il y a ainsi mention d'ateliers qui vendent des produits, souvent en tant qu'annexe d'une maison. Il s'agit alors d'une production locale, une production domestique, mais avec la possibilité de vendre un éventuel surplus. Et on n'avait pas besoin d'un atelier individuel, dans un autre endroit, dans la Rora par exemple, mais au contraire, il était possible d'avoir son atelier à la maison ou dans un annexe et les gens pouvaient venir là-bas acheter des produits. Mais à part des ateliers domestiques, il existait aussi des ateliers autonomes situés ailleurs que la maison. Nous connaissons ainsi 3 types d'ateliers: l'atelier de tissage, de teinture et de foulage. Il est possible que les activités fussent aussi mêlées, surtout pour les 2 derniers ateliers qui avaient besoin d'installations similaires et de quantités d'eau pour tremper les tissus. Mais il faut imaginer qu'il existait aussi des ateliers autonomes dédiés à une production plus importante. Par exemple, dans la grande industrie textile d'Athènes pendant la période classique, il ne faut pas oublier la partie dédiée à la fabrication de tous les tissus dédiés à la flotte et aux voiles des bateaux. En effet, une grande partie du pouvoir d'Athènes pendant cette époque était basée sur sa flotte. Si l'on ajoute en nombre de trirèmes la quantité de bateaux de commerce et de pêche, alors on comprend qu'une énorme énergie, une énorme quantité de gens et des énormes quantités de matières premières étaient indispensables et que tout était dans une pleine effervescence pour pouvoir produire les tissus et tous les types de cordages différents nécessaires pour l'équipement des bateaux. On a alors des petits ateliers et on a des grands ateliers. Et on a des femmes, mais les sources écrites nous informent que des hommes participaient aussi dans cette activité. Dans les textes et les inscriptions, on trouve leur nom, leur occupation. L'un vendait la laine, l'autre cardait, un autre fabriquait des manteaux, un autre tressait des cordes et un dernier assemblait des laits de tissu pour fabriquer des voiles de bateaux. Dans les sources écrites, il existe une grande variété de termes désignant des occupations spécialisées liées à l'activité textile, et ce qui paraît d'abord curieux, on voit une majorité de métiers masculins. En même temps, il faut garder en tête que lorsqu'on dit que quelqu'un vendait par exemple des aiguilles, c'est très probable qu'il s'agit d'une occupation éphémère ou qu'il vendait des aiguilles parmi un tas d'autres petites choses. Il semble avoir existé une spécialisation, mais ceci nous informe surtout sur la variété d'activités différentes et sur la présence des hommes dans le domaine du textile. Les hommes sont d'ailleurs souvent mentionnés en tant que fabricants ou vendeurs d'accessoires de bateaux, comme des cordes, des voiles ou de l'étoupe, ce qui pourrait refléter une implication personnelle des hommes dans la fabrication des tissus, dans ce domaine masculin des bateaux et de la mer. En ce qui concerne les échanges, on distingue le commerce local et le commerce à longue distance. Dans le premier cas, les sources mentionnent des marchands des 2 sexes. Les femmes sont mentionnées comme vendant des bonnets de feutre, des tissus d'une qualité spéciale appelée amorine, des bandeaux et des fils de lin. Quant aux hommes, qui sont plus nombreux, ils vendaient des moutons, de la laine, de l'étoupe, des aiguilles, de la pourpre et des vêtements. Le foulant, qui traitait les tissus finis, pouvait aussi vendre des vêtements. Quant aux échanges à longue distance,
les sources écrites mentionnent l'importation de matières premières et de produits textiles. Nous connaissons ainsi l'importation de lin, de laine et de papyrus, de matières colorantes et de mordants, et des tissus finis, surtout des produits de luxe. Et en même temps, des entières voiles de bateaux étaient importées de l'Égypte. On commence ainsi à avoir une image qui se définit petit à petit sur tout ce qui était la production textile. Et l'on voit des relations avec le culte, mais aussi avec le commerce et l'économie. Cependant, tout est loin d'être clair. Les limites entre les sphères domestiques et artisanales sont vagues et ne permettent pas pour le moment de tirer des conclusions plus concrètes concernant l'organisation de la production et la structure sociale de l'activité textile à cette époque. On passe maintenant au deuxième axe de la recherche, la technologie textile. La technologie textile est une combinaison de différents éléments qui démontrent le niveau de connaissance et de savoir-faire d'une société et qui peuvent être déchiffrés par l'étude des paramètres techniques de cette activité. Nous verrons maintenant les stades de la chaîne opératoire et les éléments majeurs de chaque étape suite aux dernières recherches. Et on commence par les matières premières. Les textes nous informent sur la grande utilisation de la laine et du lin pour la fabrication des tissus. Dans l'époque classique notamment, la laine est mentionnée si souvent que je crois que le terme pour la laine aérienne est devenu un terme générique qui désigne la matière première par excellence pour les tissus. La plupart des métiers mentionnés sont associés au travail de la laine, tandis que le lin est beaucoup moins mentionné. D'un point de vue archéologique, cependant, dans la même période, le 95% des tissus conservés est en lin, qui se conserve mieux en conditions climatiques de la Grèce. Nous n'avons que très peu d'exemples de tissus de laine. Le lin est mentionné dans les sources, mais les références pour la matière première, les tissus en lin et les occupations associées sont beaucoup moins nombreuses par rapport à celles de la laine. Les deux matières, chanvre et coton, sont mentionnées par les auteurs comme utilisées par des peuples étrangers, et c'est vrai qu'ils ne poussaient pas en Grèce à cette époque. Cependant, une étude de la moitié du XXe siècle identifie un tissu en chanvre et un tissu en coton parmi les trois tissus du 5e siècle à Trajanès. Mais comme les analyses sont assez vieilles, il faudrait les renouveler en utilisant des techniques modernes pour vérifier les résultats. Il est intéressant que comme le coton n'était pas connu en Grèce à cette époque, on ne lui avait pas attribué de terme précis, mais au contraire, il est mentionné comme la laine des arbres. Ton mali, ton dèdre. La soie, est-ce qu'elle était utilisée? On n'est pas sûr. La soie véritable Vombyx mori, on est sûr que non. Mais est-ce qu'on utilisait des variétés de soie sauvage? Moi, je veux dire très probablement. On a d'abord la référence d'Aristote sur l'utilisation de fils produits par une espèce de ver sur l'île de Kos. En effet, il existe beaucoup d'espèces de soie sauvage qui poussent partout dans la Méditerranée. Et en plus, une étude récente vient d'identifier la soie dans un tissu du 7e siècle provenant de Argos, sur le Péloponnèse. L'utilisation de la soie, alors, à cette époque, est très probable. Les textes mentionnent finalement des tissus au nord que l'on peut interpréter comme des tissus fabriqués avec des fils métalliques. La broderie de Coropie du 5e siècle, que l'on verra tout à l'heure, a été créée avec un fil argenté. Et finalement, on pouvait combiner des matériaux différents dans le même tissu.
Ceci est mentionné dans les sources et certains fragments de tissu présentent une combinaison de 2 ou 3 matériaux différents, comme on vient de le voir avec la bande de Rania. Tous les matériaux devaient subir certaines étapes de transformation pour être prêts pour la réalisation du fil. De l'intention portée à ces étapes préparatoires dépendait fortement la qualité et la finesse du fil et donc du tissu produit. Le filage est toujours mentionné dans les textes avec ces instruments, dont les principaux sont le fuseau avec la fusailleule posée sur son extrémité inférieure et la quenouille. On voit ici le fuseau avec la fusailleule, la quenouille. Où était posée la matière prête à être filée. La technique utilisée est celle du fuseau suspendu. Mais à part les instruments essentiels du filage, on connaît aussi les pinitron, une sorte de protection pour les genoux des femmes qui tordaient des fibres pour fabriquer un fil grossier qui serait ensuite filé au fuseau. Et ce pré-filage aidait à la réalisation d'un fil homogène. Le calathos ou talaros est le panier qu'on voit souvent accompagner les scènes de filage dans l'iconographie et qui devait contenir des fibres ou des outils pour le travail. La plupart des fragments textiles de cette époque présentent une structure avec des fils simples de torsion Z filés au fuseau. Bien qu'il paraît qu'à l'époque classique, la technique de fabrication de fils par excellence fut le filage au fuseau, de nouvelles recherches ont démontré qu'à l'époque classique, on utilisait aussi une méthode connue par les tissus égyptiens et qui s'appelle l'épissage ou splicing. Cette technique où des petits groupes de fibres sont attachés bout par bout et était utilisée pour la confection des tissus d'une extrême finesse. L'étude d'un tissu avec des fils très très fins provenant du cimetière du céramique à Athènes a montré que ces fils ont été fabriqués exactement avec cette technique et on peut voir ici sur la photo le nœud où les deux groupes de fibres sont attachés ensemble. Cette technique est souvent associée avec les scènes iconographiques où on voit des femmes en train de tordre les fils sur leurs mollets ou sur leurs cuisses, comme on le voit ici. Le métier à tisser principal utilisé pendant l'Antiquité grecque est le métier vertical à pois, mais nous avons aussi des indications pour l'utilisation parallèle d'autres techniques qui servaient à produire des tissus d'aspects différents. Le métier à tisser à pois nous est connu par l'iconographie, mais surtout par les découvertes des pesants, des pois, le plus souvent en terre cuite, qui servaient à tendre les fils de chêne sur le métier. La grande majorité des tissus archéologiques en Grèce sont des toiles, qui est l'armure la plus simple sur le métier. Les toiles peuvent se diviser en toiles équilibrées, qui ont le même nombre de fils dans les deux directions, et à des toiles face trame ou face chaîne, selon la direction des fils prédominante. Cependant, l'absence d'armure variée est compensée par un nombre de paramètres, comme par exemple la densité du tissage, l'épaisseur des fils, la qualité et la décoration, qui influençaient l'apparence finale des tissus. Comme on peut le voir, l'aspect des tissus avec la même armure n'est pas toujours le même. Au contraire, il est très différent en fonction des caractéristiques techniques de chaque tissu. Les tissus provenant d'Athènes de la période classique sont en général assez fins, avec un diamètre de fil moyen entre 0,14 et 0,3 mm. Parmi eux, il y a un groupe de tissus particulièrement fins et aérés, avec un diamètre moyen inférieur à 0,1 mm, qui évoque les tissus transparents représentés dans l'iconographie classique. Et finalement, il y a un groupe d'étoffes plus épaisses avec un diamètre moyen entre 0,3 et 0,5 mm.
technique qui vient à l'esprit quand on étudie des motifs iconographiques sur des vêtements et des descriptions des tissus avec des motifs complexes dans les textes est la tapisserie. C'est vrai que des motifs figuratifs très élaborés peuvent être créés avec des techniques différentes sur le métier vertical à pois. L'une étant la tapisserie. Cette dernière offre une grande liberté pour la réalisation des dessins très complexes. Et la seule tapisserie découverte en Grèce jusqu'à l'époque romaine est celle de Vergine, que l'on voit ici, qui combine fil pourpré et fil en or. Certains tissus conservent des parties de leur lisière. La lisière initiale, une indication certaine pour la fabrication d'un tissu sur le métier vertical à pois, est généralement très simple. Les fils de chêne sont pris à l'intérieur d'une paire de fils plus épais qui se tordent et les gardent en place. La lisière latérale est aussi en général très simple. Une fois arrivés à la lisière, les fils de trame changent de direction en formant une boucle et sont réintroduits dans la foule du tissu. Un exemple de vie de ce type de lisière latérale, il s'agit de ce tissu du céramique où l'on voit que la trame passe par-dessus et par-dessous, non pas d'un seul, mais de 2, de 3 et de 4 fils de chêne lorsqu'elle s'approche à la lisière. On voit ici très bien les 3 fils de chêne pris ensemble et c'est un bel exemple du renforcement de la lisière pour qu'elle soit très solide. Les pesants utilisés à Athènes de la période classique étaient essentiellement de 4 types, les pyramidaux, les coniques, les trapézoïdes et les discoïdes. Le type le plus commun qui est découvert en grande quantité est le type pyramidal et ce type est caractérisé par sa petite taille et son poids restreint et on voit que la majorité a un poids inférieur à 100 grammes, ce qui indique leur utilisation pour la production des tissus d'une grande finesse. Parce que les fils légers ont besoin de pesants légers et les fils plus épais ont besoin de pesants plus lourd. À part le métier vertical à pois, les sources écrites, l'iconographie et quelques restes textiles indiquent l'utilisation simultanée d'autres techniques pour la fabrication des tissus. La découverte de bandes étroites d'époque inférieure, comme celle que nous avons vue de Chania ou la bande de Lefkandi, datée vers l'an 1000 avant notre ère, suggère l'utilisation de métiers à tisser plus étroits pour la fabrication de tels tissus. L'utilisation des tissus étroits, comme des rubans à l'époque classique, est évidente par leur représentation fréquente dans l'iconographie de l'époque et leur mention dans les textes. Au IVe siècle avant notre ère, on connaît même une femme qui vendait des rubans à Athènes. Bien que des tissus créés avec la technique du tissage aux tablettes ne soient pas encore découverts en Grèce, différents éléments décoratifs représentés dans l'iconographie de l'époque indiquent l'utilisation éventuelle de ces techniques. Et dans plusieurs illustrations de vêtements, nous distinguons des bandes étroites, souvent à côté des lisières, décorées le plus souvent de motifs géométriques. Or, tels motifs sont facilement créés au tissage aux tablettes. Ces bandes peuvent soit être tissées en même temps que le tissage du fond et sur le même métier, soit sur d'autres métiers et être ensuite appliquées sur le tissu. La représentation de petits cadres dans l'iconographie de l'époque classique indique la possibilité d'utilisation de métiers à tisser portables pour la confection des tissus. La combinaison des données de ces illustrations avec des représentations de bonnets dans l'iconographie et avec des mentions dans les textes suggère l'utilisation de la technique du sprang pendant la période classique. Il s'agit d'une technique qui produit des tissus en résille perforés, souvent utilisés en tant que bonnet. Un seul fragment de tissu
a été associé au sprang jusqu'à maintenant. C'est un tissu du 5e siècle avant notre ère du céramique. C'est le seul tissu que nous connaissons parmi le corpus des tissus provenant d'Athènes qui ne fut pas créé sur le métier vertical à pois. Il a un aspect très aéré, comme une résille, similaire au filet. Il ne présente pas cependant les nœuds caractéristiques de ce dernier. Et le fragment est conservé dans un état minéralisé et sa condition de préservation est si mal que l'identification de ces caractéristiques techniques est très très difficile. Dans un premier temps, il a été associé à la technique du sprang, mais le crochet n'est pas à exclure. La recherche a démontré... excusez-moi, non. Une dernière technique, c'est le feutre. Comme c'est un textile imperméable au vent et à l'eau, les sources écrites mentionnent son utilisation pour la fabrication de chaussures, de bonnets, de tentes et de capes. Des bonnets en feutre sont souvent représentés dans l'iconographie de la période. Cependant, aucune trace de feutre provenant de cette époque n'a encore été découverte. La recherche a démontré que l'aspect final des tissus grecs anciens ne dépendait pas autant de leur armure, mais de toute une série de techniques décoratives et de traitement d'une partie ou du tissu entier. On pouvait alors combiner des éléments décoratifs pour améliorer l'aspect des tissus fabriqués et créer ainsi des produits uniques. Les sources écrites contiennent une multitude de termes désignant des tissus décorés de plusieurs façons différentes et l'iconographie montre une variété de vêtements décorés avec des motifs géométriques et figuratifs. Les bordures colorées ou agrémentées de motifs géométriques et figuratifs semblent avoir été la décoration favorite pour les vêtements et sont très souvent représentées dans l'iconographie classique. Les auteurs anciens utilisent toute une gamme de termes pour les décrire. Les termes se réfèrent à des bordures décorées de motifs en forme de peigne, de vagues ou de créneaux de château. Les bordures pourpres étaient très appréciées. Parmi les tissus étudiés, nous avons des exemples de bordures colorées en pourpre, qu'on voit ici, et des traces de décoration avec des fils supplémentaires à côté de la lisière sur un tissu de koropi, ce qui indique la présence d'une bande décorée. Nous avons vu la possibilité d'appliquer de bandes textiles sur un tissu dans le cas du tissage de tablettes, mais les textes et les inscriptions nous informent aussi de la possibilité d'appliquer des ornements métalliques pour décorer des vêtements. L'inscription votive d'Artemis Avravron du IVe siècle avant notre ère mentionne de tels ornements pour la décoration des vêtements en fer. En effet, les fouilles archéologiques ont mis à jour des quantités de tels ornements dans plusieurs régions de Grèce. Et je vous montre ici l'exemple de la dame d'Aie qui était enterrée dans un vêtement décoré d'ornements en or. Une autre technique était la broderie. Le terme qui lui correspond le plus est katastiktos, qui provient du terme stising, qui signifie percer, trouer. Le terme est souvent un adjectif pour des vêtements, mais apparaît aussi en tant que type de vêtement à part entière, par exemple dans l'inscription votive de Vravron. L'exemple le plus connu de broderie de l'Antiquité grecque provient d'un tissu du 5e siècle de Koropi, qui était décoré d'un motif de losange contenant des petits lions à peu près d'1 centimètre de largeur, créés avec des fils argentés. Une deuxième broderie provient de Nikéa et aussi datée du 5e siècle, et elle présente un motif floral. Les deux motifs sont identifiés à travers les perforations qu'a laissé le fil de la broderie disparue. Un grand nombre de vêtements illustrés dans l'iconographie classique sont décorés de petits motifs qui pourraient facilement être brodés.
Une autre technique décorative mentionnée dans les sources écrites et représentée dans l'iconographie sont les franges des tissus. Ils sont généralement créés par les fins des fils de chaîne qui restent quand le tissage est fini et peuvent être décorés de façon différente. Ils sont décrits par le terme pèse qui se réfère en même temps aussi à une bordure inférieure au niveau des chevilles. Les seuls restes de franges que l'on connaît en Grèce proviennent d'époques inférieures, de la cité d'Akrotiri, du XVIIe siècle avant notre ère, d'un tissu de Mycène et d'un tissu archaïque de Corfou. L'iconographie classique abonde de représentations des tissus d'un aspect ondulé, similaire au tissu crêpe moderne. Une hypothèse est qu'il soit produit en utilisant des fils très fortement tordus qui créent sur les tissus cet effet ondulé. Plusieurs fragments des tissus conservés présentent des fils surtordus comme ceux de Koropi et de Marathon. Il s'agit d'une technique très simple qui permet de créer un effet visible sans changer l'armure du tissu. La couleur était bien évidemment une des façons communes pour décorer les tissus dans l'Antiquité. Nous connaissons toute une liste de colorants associés aux tissus, issus d'animaux et de plantes, mais il est évident que les Grecs anciens utilisaient une gamme beaucoup plus variée de plantes et de matériaux quotidiens, comme par exemple la camomille, la grenade, les écorces de noix et d'amandes, les oignons, etc. Mais le plus estimé de tous les colorants était la pourpre, issue de 3 variétés de coquillages, le Bolinus brandaris, le Murex trunculus et l'Astramonita emastoma. Démosthène nous informe qu'au IVe siècle avant notre ère, la pourpre valait son poids en argent, et ceci car une énorme quantité de coquillages était nécessaire pour la production d'une moindre quantité de colorants. En plus, la technique de la teinture elle-même était compliquée. Il y avait besoin d'un savoir-faire spécifique pour atteindre les nuances souhaitées. La teinture en pourpre permettait d'ailleurs la réalisation d'une grande gamme de nuances variant du rouge au violet et même au bleu. La pourpre est le seul colorant identifié sur les pièces de tissu conservées en Grèce. Les premières traces proviennent d'un tissu de Stamna, en Grèce centrale, daté aux environs de l'an 1000 avant notre ère. Ensuite, des tissus archaïques du 7e siècle de Corfou, et puis de 3 exemplaires d'Athènes du 5e siècle avant notre ère, Kalivia, Maroussi et céramique. Sur le tissu de Kalivia, ici, on peut très bien voir la lisière initiale et les premiers fils de trame pourprés qui conservent très bien leur couleur d'origine. Un tissu de Koropi présente des traces d'un losange peint en noir avec une décoration rouge à l'intérieur, au centre. Le fait que la couleur n'ait pas pénétré à l'intérieur des fibres mais est restée à la surface indique qu'il s'agit d'une peinture et non pas d'une teinture. Le plissage était une technique qui permettait d'obtenir des plis permanents sur les tissus à l'aide d'une presse appelée hippos. Cette tâche comptait parmi les activités des fouleurs, ceux qui s'occupaient des finitions des tissus après l'achèvement du tissage. Nous connaissons des termes différents qui décrivent des variétés des tissus plissés. L'utilisation de l'huile dans la fabrication des tissus est attestée dès l'époque mycénienne. Ensuite, Homère répète son utilisation dans un passage de l'Odyssée et finalement Hippocrate, dans le 5e siècle avant notre ère, suggère de porter des vêtements huilés pendant l'été quand il fait chaud. En effet, l'huile d'olive possède certaines propriétés qui la rendent très utile dans la fabrication des textiles et elle était en effet utilisée dans plusieurs étapes de la production, avant et pendant le filage, pendant et après le tissage. En humidifiant les fibres, l'huile rend le filage plus facile et pendant le tissage, elle évite que les fils s'entremêlent et facilite l'ouverture de la foule. En même temps,
Les fils glissent plus et l'on peut créer des tissus très denses. Et finalement, l'huile appliquée sur un tissu très très fin le fait briller. Et si le tissu est lâche, accentue l'effet de la transparence. Un type précis de tissu grec peut s'associer avec un traitement à l'huile d'olive, les tissus appelés amorines. On voit le passage de Lysistrate où Aristophane cite que les femmes paraissaient nues sous ce type de vêtements. Ces tissus sont considérés par la plupart des chercheurs comme des tissus très fins, venus de l'île d'Amoros, dans les Cyclades. Par ailleurs, on comprend qu'il s'agit d'un type de lin très très fin et de haute qualité. Mais cependant, le terme amorinos n'est pas seulement lié à l'île d'Amoros, mais aussi au terme amori, qui signifie marque d'huile d'olive. On peut ainsi supposer que ces tissus en lin très très fin et de très haute qualité étaient traités avec de l'huile d'olive, peut-être trempés dans un bain d'huile, pour les faire briller et accentuer l'effet de la transparence qui était très apprécié à Athènes pendant l'époque classique. Les sources écrites nous informent finalement de l'existence des tissus parfumés. Homère décrit des vêtements odorants des déesses et à l'époque classique, nous trouvons des références à des matelas ou des couvertures odorées. La pratique était de stocker des tissus dans des coffres avec des fruits odorés comme des coins pour que les tissus soient imprégnés par l'odeur. Mais un vase du 5e siècle nous montre une autre technique, celle de faire brûler de l'encens et de suspendre les tissus par-dessus le feu. Pour conclure, Athènes de la période classique jouissait d'une technologie textile très sophistiquée et une grande partie de la population était impliquée soit à la fabrication, soit à la vente de produits textiles. J'espère de vous avoir montré, ne serait-ce que très brièvement, la richesse d'informations que l'on peut tirer de l'ensemble des sources pour l'étude de l'activité textile et de la technologie des tissus en Grèce ancienne. Le grand dynamisme actuel de champ de l'archéologie du textile en Grèce est reflété dans les nombreuses études qui s'occupent de plusieurs facettes de l'activité du tissage des textiles dans l'Antiquité grecque. L'étude de plus en plus de vestiges textiles, l'utilisation des modernes technologies et la juxtaposition de données issues des sources différentes conduira à la meilleure compréhension de l'artisanat des textiles grecs anciens et à travers lui à la meilleure compréhension des sociétés grecques anciennes en général. En vous remerciant, ça se fera Aristopolis.